avait du rallye, de la moto et plein d'autres choses ce week-end. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Auto-Hebdo. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. Comme je vous l'ai dit, il y avait du rallye, il y avait également du MotoGP, il y avait même du GT World Challenge et c'est Cyprien Juillard qui nous en parlera. Comment ça va, Cyprien ? Ça va très bien, toi, Michael ? Ça va, ma foi, fort bien. Les beaux jours sont de retour, donc c'est bien. Surtout les jours des 24 heures du Mans, parce que ça arrive très très rapidement maintenant. Mathieu Chambenois est là aussi. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien aussi. Voilà, ce week-end, j'étais un peu plus en retrait sur les catégories, mais c'était quand même un plaisir de suivre avec vous. Et puis évidemment, on arrive dans des semaines un petit peu denses dont on va parler aussi. T'as parlé du Mans, mais on a quand même Monaco qui arrive avant. Donc ça aussi, on va en parler. Effectivement, Mathieu, et puis on parlera notamment de Monaco en fin d'émission, mais on va commencer, comme on le fait régulièrement, par le rallye. On va retrouver Pierre Barré qui est au Japon. Ce qui tombe bien, puisque c'était le rallye du Japon, au moins il est parti au bon endroit, il n'y a pas eu de souci. Mon cher Pierre, Evil Evans est arrivé en leader du championnat du monde pour sa dernière manche sur asphalte, et il est reparti en patron. Salut Michael, salut à tous. Effectivement, ce week-end, Auto-Hebdo était présent sur le rallye du Japon. Les 4 premières places ont été trustées par 4 Toyota sur cette manche du WRC. Elfyn Evans et Scott Martin, qui sont arrivés ici en leader du championnat, accentuent encore un petit peu plus leur statut de favori au titre. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le pilote gallois. A strong weekend overall. We can be quite happy, I think. Of course, I think it was an important time to take a win, to enjoy the last rally with these cars as well. So I'm pleased with the weekend. Alors évidemment, victoire d'Evans, certes, mais grosse désillusion encore une fois pour Oliver Solberg, encore une fois parti à la faute. Oliver Solberg, il a enregistré quand même sa 7e erreur, si je puis dire, en 7 courses. On va partir du principe qu'au Monte-Carlo, il est déjà parti à la faute, même si les dieux du rallye, on va dire, l'ont un petit peu sauvé. En Suède, il est parti à la faute. Au Kenya, il avait commis 2-3 petites erreurs avant d'abandonner pour des raisons mécaniques. La Croatie, les Canaries, on n'en reparle pas. Sortie de route, abandon pour ce qui est de ces 2 rallyes. Au Portugal, il s'en est à peu près bien sorti. Il termine 2e, mais il s'est fait une énorme chaleur. Rappelez-vous, dans la 8e spéciale, là où Adrien Fourmeau avait crevé, ça aurait pu se terminer sur un très très gros accident. Et donc là, 7e rallye et 7e erreur de la part d'Oliver Solberg. Donc ce qui est certain, c'est que s'il veut garder ses chances de titre, Oliver Solberg, à partir de maintenant, il n'a absolument plus le droit à l'erreur. Aujourd'hui, c'était très bien. C'était juste le feeling que j'avais toute la week-end. Hier, c'était juste malgré un peu avec des conditions difficiles que j'avais pas et que j'ai pas expecté, mais après aujourd'hui c'était juste un bon feeling et c'est juste fait que je fais tout le week-end. C'est malgré et ça coûte beaucoup dans le championnat, mais ouais, c'est la vie. Sébastien Ogier était encore pas mal en lice pour la victoire ce coup-ci, et il sera présent, comme il nous l'a confié, au Rallye de Grèce. Malgré ses 42 ans, il est toujours aussi vif, le champion du monde des rallyes en titre. Il s'était imposé, ici même l'année dernière, rappelez-vous, ça avait été l'une des victoires qui lui avait très certainement permis de finaliser, on va dire, la conquête de sa 9e couronne mondiale. Sébastien Ogier qui a concrètement signé un rallye très très similaire à celui d'Elfyn Evans. Il n'y a que cette spéciale numéro 2 où malheureusement le gars pensé n'a pas pu faire grand-chose, ce qui lui coûte de précieuses secondes, mais sans ça, difficile de dire qui se serait imposé entre Elfyn Evans et Sébastien Ogier. Mais la bonne nouvelle, c'est que Sébastien Ogier n'a pas perdu, en tout cas, sa motivation. Il a toujours le titre comme objectif. Et c'est dans cette optique, en tout cas, que Sébastien Ogier nous a confirmé dimanche soir sa participation au Rallye de Grèce. Alors, entre-temps, la liste des engagés est sortie, donc l'information devient un petit peu moins exclusive, mais en tout cas, on a été ravis d'avoir été les premiers à être officiellement informés des plans de Sébastien Ogier. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. On n'a pas le résultat espéré, donc on ne peut pas dire qu'on soit 100% satisfait. Maintenant, ça reste un résultat correct quand même. On s'est battu tout le week-end pour essayer d'aller chercher le plus de points possible. Malheureusement, voilà, ce n'est pas les points d'une victoire, mais c'est les points d'une 2e place qu'il faut prendre quand même. Et puis se satisfaire de ça. Elfyn et Scott ont été solides tout le week-end. Malheureusement, l'écart créé dans le S2 n'a jamais pu être... on n'a jamais eu les ressources pour vraiment remonter ce week-end. Donc bon, il y a quand même du positif à prendre, surtout que c'est un résultat fantastique à nouveau pour toute l'équipe ici au Japon, devant notre big boss qui était là pour fêter ça sur le podium. Donc c'est bien de pouvoir le remercier comme ça, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on a une équipe fantastique autour de nous. On est qu'à mi-saison, donc il faut jamais baisser les bras et on sera en Grèce pour essayer de jouer la victoire. Merci beaucoup Pierre, qui continuera évidemment
également certainement sa tournée mondiale dans les prochains jours. On commence à avoir l'habitude de le voir un petit peu bourlinguer, notre ami Pierre Barré. Et un autre qui a bourlingué ce week-end, c'est Luca Bartolomeo qui était au Mugello en Italie pour le Grand Prix MotoGP remporté, vous le savez donc, par Marco Bezzecchi. Après un Grand Prix difficile en Catalogne, Aprilia reprend donc sa marche en avant avec le meilleur tour absolu en qualification pour Marco Bezzecchi qui était le record de la piste, le record de vitesse également pour Jorge Martin, un doublé en course, c'était absolument parfait pour eux. Effectivement, après une petite bévue en Catalogne, Aprilia a repris sa domination avec un nouveau doublé, Martin devant Bezzecchi cette fois, Pecco Bagnaia qui complétait le podium. Et on peut dire que durant tout le week-end, Aprilia a véritablement infligé une leçon d'humilité à Ducati à domicile. Je pense en qualification où la marque de Noale a signé le triplé. C'était la première fois depuis 2011 qu'on n'avait pas une seule Ducati en première ligne au Mugello. Et puis en sprint, Raúl Fernandez a gagné. Il a remporté son premier sprint, devenant le 11e vainqueur différent en sprint. En course principale, il a raté son premier freinage. C'est donc Martin et Bezzecchi qui sont partis à l'assaut de Pecco Bagnaia. Et Ducati n'est pas passé loin de la correction totale, puisque dans les derniers tours, Ayogura revenait très très fort sur le pilote Ducati. Il a tenté une attaque dans le dernier tour, mais ce n'est pas passé, puisque Bagnaia a défendu intelligemment pour reprendre sa position sur la ligne d'arrivée. Ayogura qui échoue donc au pied du podium pour 34 millième, mais c'est néanmoins un excellent week-end pour Aprilia. Marc Marquez était de retour après sa chute au Grand Prix de France au Mans. Que penser justement de ce retour qui a été un peu discret, mais en même temps c'est normal, il doit se remettre, j'imagine. C'était aussi un très bon week-end pour Marc Marquez, bien évidemment, après sa double opération qu'il avait contraint à manquer le Grand Prix de Catalogne. Il n'était toujours pas à 100% physiquement. Malgré tout, Marc Marquez il se met un 10 sur 10 à sa prestation du week-end compte tenu de son état physique actuel. Il a terminé 7e du Grand Prix après s'être battu pour la 4e place quasiment toute la course contre Pedro Acosta, Fermín Aldeguer et Ayogura. Donc c'était un bon week-end pour Marc Marquez qui reprend en douceur et on va certainement le voir progresser davantage au Balaton Park dans une semaine. Et enfin Lucas, un nouveau week-end à oublier semble-t-il malheureusement pour Fabio Quartararo. C'était effectivement un très mauvais week-end pour Fabio Quartararo et pour Yamaha en général. Fabio Quartararo qui tout le week-end s'est plaint d'un manque de sensations sur l'avance, qu'il avait pourtant aidé à réaliser de bonnes qualifications lors des Grands Prix précédents. On a vu pendant ces débriefs que la motivation avait un petit peu été entachée par le fait, d'une part, qu'il ne trouve pas de sensations et que Yamaha ne trouve pas de solution à ses problèmes, et d'autre part, par le fait que l'usine d'Iwata n'apporte aucune évolution sur sa M1 depuis le début de la saison. Donc Fabio Quartararo, très tôt dans ce week-end, il avait déjà mis le cap, en tout cas psychologiquement, sur le Balaton Park. Et on verra comment ça se passe dans une semaine. Merci beaucoup Lucas, on te retrouvera évidemment sur d'autres Grands Prix MotoGP cette saison, mais maintenant j'aimerais que l'on en vienne quand même au moment où nos deux amis vont en venir aux mains quasiment, c'est la battle de la semaine. Avec 49 points de retard à la mi-saison, Oliver Solberg dit-il adieu au titre WRC. Mathieu, dit-il adieu au titre WRC ? Eh bien écoute, pour moi oui, ça semble fini pour Oliver Solberg, d'abord pour deux raisons. Alors je vais enfoncer une porte ouverte, 45 points de retard, 49 points de retard, c'est conséquent, mais surtout face à Elfyn Evans qui est aujourd'hui en tête du championnat. Elfyn Evans qui a une capacité d'assurer les deuxièmes places si besoin, il est assez métronomique au moment justement où il faut être récurrent et pas forcément toujours gagner et calculer, comme il l'a fait d'ailleurs en 2025, même s'il n'est pas passé loin. Ce qui est le plus dommage avec Solberg, c'est le deuxième point, c'est justement ce courant alternatif un petit peu qu'il a. Il peut être très rapide, encore une fois ce week-end il a été le pilote qui a gagné le plus de spécial, mais à côté de ça il fait des erreurs, ou du moins il lui arrive des choses qui montrent effectivement qu'il trahissent le fait qu'il pousse énormément. On a le sentiment d'un manque de gestion en tout cas de la part du Suédois. Donc aujourd'hui il est celui qui est le mieux placé pour un jour gagner le titre en WRC. En tout cas je pense qu'il a l'étoffe d'un champion. Cette saison ça me semble encore un petit peu court. Au Portugal il lui arrivait des mésaventures, ici il lui arrivait des mésaventures aussi. Je pense que ça n'est pas terminé s'il ne change pas son style. Chapeau, il restait effectivement 5 secondes, bravo, il a parfaitement tenu ce qu'il fallait. Et du coup, Cyprien, si la battle est bien faite, tu penses l'inverse ? Non, Michael, pour moi, c'est pas fini pour Oliver Solberg, tout simplement parce qu'on vient d'arriver seulement à la mi-saison. On a fait que 7 rallyes sur 14 cette année. Il y a encore beaucoup de points distribués. Et puis, on a vu des remontées au cours des années précédentes. On a vu des pilotes aussi qui peuvent s'écrouler. Et moi, Elfyn Evans, c'est un peu ce qui m'inquiète. C'est que l'an dernier, je l'avais trouvé plutôt très bon en première partie de saison et beaucoup moins après. Il avait été moins régulier, justement. Je suis un peu moins d'accord avec toi, Mathieu, là-dessus. Et je pense qu'on voit aussi cette année beaucoup de pilotes qui ont des problèmes avec les pneus, qui ont des crevaisons qui leur coûtent beaucoup de temps sur certains rallyes. Là, en plus, on va arriver sur les rallyes terre, on a fini avec les rallyes asphalte, et je pense que là, il va y avoir des aléas de course qui vont faire perdre beaucoup de points aux favoris. Alors les aléas, ça peut être pour les uns comme pour les autres. Pour le moment, c'est Solberg qui en a eu le plus, et certaines fois, en effet, plutôt par sa faute en plus. Mais je pense qu'Evans va être touché par ça, Katsuta va également être touché par ça, et Solberg, en plus, tu l'as dit, c'est celui qui est le plus rapide, certainement, en vitesse pure. C'est celui qui est le meilleur, qui fait la meilleure impression visuelle. C'est une météorite, et donc je pense vraiment que d'ici la fin de saison, il peut remonter. Ça s'annonce pas facile, il va falloir qu'il soit irréprochable, qu'il sache lever un peu plus le pied, mais je pense qu'en fin d'année, il sera champion du monde.
Eh ben, on verra qui aura raison, bien évidemment. Ça sera courant du mois de novembre, hein, bien sûr, du côté de l'Arabie Saoudite. On a évidemment vos réactions aussi sur nos réseaux sociaux. On vous a posé la même question. Perispo, notamment, qui lui dit il partait si bien, mais il fait beaucoup trop d'erreurs. C'est vrai que ça commence à s'ajouter un petit peu. Fénicis trouve aussi que beaucoup d'erreurs sont enchaînées sur ces derniers rallyes, malheureusement. S'il parvient à se calmer lorsqu'il le faut, je pense qu'il gardera encore une chance, même si ça restera compliqué face à Evans. On a William qui dit comptablement non, mais il n'a plus trop le droit à l'erreur. Evans est solide cette année, il fait le boulot, donc à voir effectivement si il pourrait remonter là-dedans. Thomas qui veut dire revisiter les stats de la saison 2018. C'est vrai qu'on peut avoir des remontées aussi, des retournements de situation en WRC, ça ne serait pas la première fois. Après, c'est un nombre de points, un système de points différent aussi. Il faut le rappeler. Et Michael qui veut dire le championnat est encore long et rien n'est encore gagné pour Evans qui a eu du mal avec le balayage sur terre l'an dernier. On rappelle qu'il reste 7 rallyes tous sur terre, puisqu'on en a déjà terminé avec l'asphalte. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour vos réactions, et réagissez aussi dans les commentaires de la vidéo si vous le souhaitez bien sûr. Cyprien, je me tourne vers toi pour notre image de la semaine. Il y en a plein qui viennent de toute façon de la course de GT World Challenge de Monza, parce que là, autant vous dire que ça a été compliqué. Ça a été particulièrement chaotique. Alors c'est vrai que c'est moi qui ai suivi cette course pour AutoHebdo ce week-end. Bah déjà, tout simplement, l'image marquante, c'est cet énorme crash au départ. Donc vous l'avez peut-être vu passer en effet sur les réseaux sociaux. Il y a eu tout simplement un carambolage. Monza, on connaît cette longue ligne droite qui mène à la première chicane. Et là, tout est parti de la Mercedes de Maxime Martin, qui a commis une petite erreur, et puis ça a entraîné une réaction en chaîne. Il y a une Ferrari qui est partie de travers au milieu du peloton, qui a généré un chaos complet au premier virage. On a eu tout simplement les 5 premiers sur la grille de départ qui se sont fait mettre dehors, donc c'était quand même assez étonnant comme image. Il y avait notamment les 2 Ford Mustang, donc celle d'Arjun Maini qui partait en pole position et qui du coup a dû abandonner dès le premier virage. Également l'Aston Martin, des leaders du championnat, c'était Niki Tim qui était au volant à ce moment-là sur la 007, qui a dû rentrer au stand et qui a perdu beaucoup de temps. Maxime Martin a écopé d'une pénalité de stop and go de 3 minutes, et donc l'équipe s'est retirée après de la course. Et finalement, cet incident, ça a été le premier d'une longue série, puisqu'on a quand même eu 5 safety cars. C'est un record sur une course de GT World Challenge. Qui ne dure que 3 heures. Qui ne dure que 3 heures. 5 safety cars, plus un full course yellow quand même, faut le dire. Et au final, on s'est retrouvé en fin de course avec du coup 2 nouveaux accrochages dans les dernières minutes et un classement complètement lunaire, vraiment faut le dire. Et ce qui était marrant à voir, c'était le petit visuel des places gagnées par les pilotes par rapport à leur position de départ. Tout le monde en avait. Non mais il y en avait qui étaient dans le top 5, qui avaient gagné 41 places, tout le monde en avait gagné, mais alors, et en fait on s'est retrouvé surtout avec des équipages silver et bronze, parce que pour rappel il y a donc les pilotes pro, les pilotes gold, les pilotes silver et les pilotes bronze en GT World Challenge, et on s'est retrouvé notamment avec un équipage silver qui était celui de Saint-Éloque notamment, qui a été en tête pendant un moment et qui à son tour s'est fait mettre dehors sur un nouvel accrochage encore à la première chicane sur une reprise de course. Cette fois c'est Kelvin van der Linde dans la BMW qui a poussé une Porsche qui est partie en tonneau, etc., et qui a éliminé aussi la McLaren de Marvin Dins qui était deuxième. Et donc c'est quand même un équipage silver qui a gagné. C'est celui de Trésor Attempto qui a gagné, donc première victoire en Endurance Cup pour Trésor Attempto, un équipage silver qui bat également le record de la plus belle remontée, puisqu'ils étaient partis de la 29e place, enfin ils égalent le record, c'était arrivé 2 fois. Et puis ils sont également au volant d'une Audi, et une Audi qui n'avait plus gagné depuis 4 ans, donc très très beau moment pour eux, qui ont gagné devant les pros, la Mercedes du team Manfilter, de Lucas Sauer, Lucas Stolz et Maro Engel. Donc très très belle performance de leur part après un week-end complètement dingue. Et puis c'est Rocco Mazzola qui a passé la ligne en tête, italien à domicile. C'était un beau jour pour l'Italie quand même, entre la victoire de Marco Bezzecchi au Mugello et la victoire de Rocco Mazzola complètement inattendue à Monza. Belle journée pour nos amis transalpins. Effectivement, l'Italie a été bien représentée, et on rappelle que c'est Kimi Antonelli qui a agité le drapeau en plus bien sûr pour le Grand Prix MotoGP, donc voilà, vraiment, c'était la grande fête de l'Italie. Ah non, mais c'est une période super pour l'Italie, franchement. Kimi Antonelli, leader du championnat, Marco Bezzecchi, leader du championnat, une équipe favorite pour la Coupe du Monde de foot, c'est quand même... J'allais vouloir la faire aussi, je me suis dit non, je vais le laisser parce que je sentais venir, effectivement. On salue bien sûr tous les Italiens qui regarderont la Coupe du Monde à 4h du matin, et comme Yannick nous Sinner. finalement, mais ils verront pas leur match. Et Yannick Sinner qui est parti pour gagner Roland Garros aussi, on peut le saluer. Il faudra faire gaffe à Djokovic quand même. Et Alcaraz certainement. Je pense que Djokovic, Alcaraz, ça va encore être très fort. Dites-nous en commentaire si nos pronostics de Roland Garros vous semblent assez corrects. On se trompe rarement en général dans cette émission, vous commencez à avoir l'habitude. Terminons par les enjeux du Grand Prix de Monaco. Ça y est, c'est bizarre, mais oui, c'est en juin maintenant que se dispute le Grand Prix de Monaco, après cette petite inversion avec le Grand Prix du Canada. Je vais me tourner d'abord vers Mathieu. Est-ce que ça va être la suite de la série pour Kimi Antonelli, qui a sur 4 Grands Prix victorieux consécutivement? Va-t-il en gagner un 5e de suite? Compliqué de répondre évidemment, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que si on doit s'attendre à un Grand Prix
au cours duquel il peut y avoir des cartes rebattues, c'est celui-ci. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur notre site, en l'occurrence autohebdo.fr, de tout ce qui est changement notamment de règlement, en tout cas par rapport au moteur, changement aussi par rapport à l'absence justement du mode d'aérodynamique active ce week-end à Monaco, étant donné qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent arriver, donc on va le développer, mais en tout cas Mercedes n'a plus forcément cet avantage moteur, en tout cas ils vont plus pouvoir déployer cet avantage de puissance de la même manière à Monaco. Évidemment le châssis va prévaloir, outre la qualité évidemment du pilote dans la voiture. Donc ça va être un vrai test pour Kimi Antonelli, puisque ça va être plus compliqué pour lui de faire valoir la qualité de sa Mercedes et la domination de sa voiture. On va forcément attendre la performance des Ferrari avec un châssis de grande qualité dans les rues de Monaco. Donc s'il gagne, en tout cas, pour moi c'est une très grande démonstration de force de sa part, parce que là ce sera 100% imputable en tout cas à sa qualité à lui. Oui, parce qu'on rappelle, Cyprien, que nous sommes le 1er juin, cette vidéo est publiée ce 1er juin, ce qui veut donc dire que les changements de mesure des taux de compression des moteurs, qui sont mesurés à froid et maintenant aussi à chaud, vont entrer en vigueur. Ça va entrer en vigueur, alors il ne faut pas s'attendre à d'énormes changements sur cette partie réglementaire, puisqu'en fait, on en avait parlé à l'époque, mais pour refaire rapidement l'histoire, les concurrents de Mercedes voulaient que ce soit mesuré uniquement à chaud. Et le règlement tel qu'il a été voté, en tout cas, avec un contrôle à chaud et à froid, les arrange pas. Parce qu'en fait, vous pouvez augmenter ou diminuer votre taux de compression artificiellement à froid pour qu'il soit dans la bonne fenêtre à chaud. Sauf que là, vu que les deux sont contrôlés, vous allez perdre de la performance malgré tout. Voilà, donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Je pense qu'il va plutôt falloir attendre la DUO. Maintenant, les aides supplémentaires au développement des moteurs qui vont être octroyées très prochainement. Là, on devrait avoir la communication assez rapide maintenant de la part de la FIA pour les motoristes en difficulté. Mais pour revenir sur Kimi Antonelli, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mathieu. Je pense que l'avantage moteur de Mercedes va être beaucoup moins visible à Monaco. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie trop vite pour moi, c'est le coéquipier d'Antonelli. George Russell, c'est quand même lui qui était le meilleur des deux au Canada avant d'abandonner. C'est-à-dire qu'il fait les 2 pole positions et gagne la course au sprint quand même. Donc, il ne faut pas oublier George Russell. Alors, on sait aussi que ça dépend des circuits, mais je pense que Russell sera l'adversaire numéro 1 d'Antonelli, mais il n'y aura pas que lui. Il y aura aussi pour moi les Ferrari qui vont se mêler à la bagarre. Et bon, forcément, on pense tout de suite à Charles Leclerc à Monaco parce que c'est chez lui, c'est son circuit, qu'il a signé, je crois, 3 pole positions déjà à Monaco. Il n'a pas été toujours en réussite, mais il a quand même déjà gagné. Et il faut se rappeler que l'an dernier, également avec une Ferrari qui était quand même très très loin du niveau, qui ne gagne pas une course sur la saison, il passe à, je crois qu'il est à 1/10, même pas de faire la pole, 1/100, pardon. Et donc de gagner le Grand Prix. Ouais. Oui, c'est ça, et donc de gagner le Grand Prix. En pôle était important, clairement. Il fait 2e, il est juste derrière Lando Norris en qualif et en course d'ailleurs, et il avait montré qu'une voiture qui était inférieure assez nettement à la McLaren sur le reste des circuits, qu'il était capable d'être dans le match. Et je pense que la situation va se reproduire là. Je pense que Charles Leclerc, il sait que c'est le Grand Prix où il a une chance de gagner, un peu comme l'an dernier, il va être surmotivé. Et puis attention aussi à Lewis Hamilton, qui sera forcément lui aussi surboosté après sa 2e place au Canada, donc il aura sûrement à cœur de réussir, même si on sait que Monaco, ça n'a pas toujours été c'est ce que j'ai son meilleur circuit. Ça date un peu plus, mais il a quand même 2 pole positions et 2 victoires là-bas, mais bon. Forcément, c'est moins grandiloquent en tout cas. Là, tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Là, puis, quand on parle de Lewis Hamilton, 2 pole positions et 2 victoires, c'est pas grand-chose finalement. Oui, c'est un circuit sur lequel il est peu en forme. Voilà. Puisqu'en Hongrie, il doit être à 17 victoires, 14 pôles à peu près, donc effectivement. Je crois qu'il a 9 victoires en Hongrie, non ? Et à Silverstone, il me semble, je sais plus si c'est 8 ou 9. Il est quasiment à 10, donc 2 et 2. Pas top. Pas terrible, Lewis Hamilton, Monaco. Non, il n'a pas bien choisi son circuit sur ce coup-là. Il nous fera certainement mentir ce week-end, comme c'est souvent le cas. Et tu l'évoquais, Mathieu, tout à l'heure, donc l'absence de cette aéroactive. On rappelle qu'effectivement, il n'y aura pas du tout de zone d'aérodynamique active pendant ce Grand Prix de Monaco. En grande partie pour éviter que les voitures arrivent trop vite aussi sur certaines zones. Mais est-ce que ça peut avoir une influence, selon toi, Mathieu ? Oui, bien sûr. Alors notamment, effectivement, la sortie du tunnel. Évidemment, là où c'est le plus dangereux, forcément, si on arrive à fond. Oui, ça peut avoir une influence, bien sûr, parce que ça va être une autre gestion de course. Ça va être tout ce que les pilotes se sont quelque part forcés à apprendre ou à réapprendre à partir du début de saison. Il va falloir piloter plus simplement, en quelque sorte. Donc là aussi, les qualités intrinsèques des pilotes vont être intéressant à observer. Qui va être le plus à l'aise, qui va avoir le plus de facilité à s'adapter vite en essai, par exemple. On parle évidemment de Ferrari, mais moi, j'enterrerai pas trop vite non plus Red Bull, parce que, par exemple, Verstappen a montré des choses quand même assez intéressantes à Montréal. C'est un pilote qui est quand même lui aussi très à l'aise à Monaco, qui l'a déjà prouvé. Donc, étant donné quand même que les performances vont, à mon avis, s'aplanir un petit peu, attention quand même à la performance de pilotes comme ça. Donc, attention à Max. Pourquoi pas Isaac, bien sûr, mais c'est vrai qu'intrinsèquement, et encore une fois en termes de palmarès, ça parle pour lui. Donc je pense qu'effectivement, ça peut
que ce soit ça ou le moteur, à mon avis, voilà, aplanir les performances, c'est vraiment le terme, et amener à certainement plus d'incertitude. Et pourquoi pas Aston Martin, du coup? Non. Ah, d'accord. Merci. Bon, bah, c'est pas... Oui. Ah là là. Pour rebondir sur le sujet, je pense aussi que malheureusement ça va avoir un effet un peu plus négatif, c'est que ça va sûrement rendre les batailles en piste plus difficiles. En tout cas, ça va donner un avantage peut-être de moins aux pilotes pour essayer de Après, c'est s'attaquer. Monaco, hein, D'autant donc, plus de toute figé, façon, oui. Bah, ça va être douille, mais Monaco, là, tu as des voitures qui sont légèrement plus petites que l'an dernier. Tu pouvais peut-être espérer. Alors, les pilotes ont clairement dit que ça allait pas changer énormément de choses, mais quand même, tu as des pilotes, on les connaît, les Verstappen et autres, justement, c'est des pilotes qui, avec 20 cm d'empattement de moins, peuvent tenter une attaque. Donc, peut-être que ça va réduire un peu ça. Maintenant, en effet, c'est pas le circuit où ça va avoir le plus d'impact. Ah, puis je dirais même que ça peut être même l'inverse, parce que comme les ailerons vont toujours être braqués, t'as plus de traînée, donc tu as plus d'aspiration aussi quand t'es le pilote derrière, donc peut-être que ça peut... Puisque de toute façon, les ailerons, tout le monde les débraque, tout le monde les braque, donc Oui, c'est vrai. en soi, il y a peut-être pas... Oui, puis finalement, ça c'est peut vrai changer que les quand tu arrives derrière une voiture et que tu auras le mode dépassement et que la voiture devant aura l'aileron complètement braqué, tu auras peut-être un delta de vitesse qui sera un peu plus important. choses. C'est pas impossible, ouais, faut savoir. Je Mais- pense que ça peut être intéressant. Puis il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, qui était là l'an dernier, qui sera plus là cette année, c'était que l'an dernier, on avait quand même 2 arrêts au stand obligatoires. C'est une mesure qui a été abandonnée cette année, tant mieux, parce que ça n'avait pas été une franche réussite l'an dernier. Mais oui, ce sera peut-être pas la course du coup la plus palpitante, mais on peut être surpris. Et là, pour le coup, j'espère que je me trompe. Après, on rappelle, hein, alors, ils ont aussi limité un petit peu le déploiement d'énergie pour éviter que ce soit trop compliqué, machin, mais bon... Ils vont quand même ressortir de certains virages avec 1100 chevaux qui vont arriver d'un coup au roue arrière. Voilà, on peut peut-être avoir Oui, aussi un parce que Monaco un peu plus... Ça aussi, j'enfonce plus peut-être une rugueux, porte quoi. ouverte, mais c'est le seul circuit de la saison sur lequel il va y avoir plus de rechargement que de déploiement nécessaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, ils vont avoir tout le temps de l'énergie. Donc, Non, ça peut être vraiment intéressant, hein, cette affaire. On va voir, même si c'est limité, en l'occurrence, effectivement, il y aura quand même cette histoire de gestion et de calcul à effectuer. on verra ce que ça pourra donner. Ce sera évidemment à suivre tout le week-end sur autohebdo.fr et vous retrouverez ça dans le magazine Autohebdo. Vous retrouverez également un long dossier sur la journée test des 24 heures du Mans, puisque c'est ce dimanche que débute la folle dizaine de jours Mancel. Mais avant ça, eh bien, allez voir dès 20h notre nouveau numéro d'Auto-Hebdo avec Gucci et Alpine qui sont en une cette semaine, puisque ça y est, Alpine aura donc officiellement un nouveau sponsor titre, et c'est tout simplement Gucci. On rappelle que la maison mère de Gucci est dirigée par un certain Luca De Meo. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Non, mais voilà. Une coïncidence, mais énorme. C'est du name dropping, c'est tout, j'ai envie. Ouais. Ça fait partie de nos Italiens qui étaient donc en réussite ce week-end. Exactement, lui, il a fait un sacré deal, Luca De Meo, il est donc très content. Très beau deal. Et d'ailleurs, on a Flavio Briatore en interview exclusive dans le magazine qui nous parle de ce deal et du début de saison d'Alpine. Très intéressant. Ah, lui aussi, du coup, est en verve, hein, parce qu'il profite aussi du Pareil. temps, finalement. Hein, donc c'est très bien pour tous les Italiens, effectivement, en ce moment. Il n'y a que la Coupe du Monde de foot, que voulez-vous, c'est comme ça, mais on leur donnera des nouvelles, bien évidemment, quand on y sera. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci Cyprien, merci Mathieu. C'est ça. Et Merci, puis on Michael. vous dit à lundi prochain, ciao ciao.